maintenant de céder la parole à Boris Cyrulnik, qui va nous expliquer comment la notion de résilience qu'il a tant développée, qu'il a tant popularisée, peut s'appliquer dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bonjour Boris. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de vous présenter, je ne crois pas, tant votre travail est connu, reconnu. Vous êtes l'auteur de livres grand public traitant de psychologie, de récit de vie. Vous êtes médecin neuropsychiatre, mais aussi psychanalyste, et vous avez contribué à vulgariser ce concept désormais très, très connu de résilience. Alors, je vais vous laisser partager avec nous en quoi ce concept trouve-t-il tout son sens dès lors qu'on parle d'entrepreneuriat. Merci à vous. Merci, ravi d'être avec vous. Et le choix du mot « rebond » est déjà révélateur d'une attitude dans la vie. Et comme le disait la ministre, citant, j'ai oublié qui, c'était Socrate, je crois, là, quand on a un trauma, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste couché, ou bien on redémarre. Et je crois que c'est plus difficile de rester couché que de redémarrer. Mais on a un choix tragique une fois qu'on s'est cassé la figure. Or, il n'y a pas de vie sans épreuve. Et dans cette salle, il y a 50% des gens qui ont connu un trauma. C'est-à-dire que la différence que je fais entre l'épreuve et le trauma, c'est que l'épreuve, personne n'y échappe. Surtout les entrepreneurs qui sont... Le choix du mot, entrepreneur, ça veut dire qu'on entreprend de prendre des risques. Donc c'est des aventuriers, c'est des preneurs de risques. Et parmi, alors pas ici parce que c'est un milieu d'aventuriers, mais dans une population générale, il y a 50% des gens qui aiment l'aventure, qui aiment découvrir, qui aiment l'innovation, et il y a 50% des gens qui sont terrorisés par l'aventure, par le changement et par l'innovation. Alors, s'il y a un vote, eh ben, ça fait 51-49 dans un sens ou dans l'autre, on appelle ça la démocratie. Mais ça veut dire que dans votre milieu d'entrepreneur, vous avez choisi de tenter de faire de votre vie une aventure humaine. Or, il se trouve que les gens, quand on vit dans une culture qui cherche beaucoup la sécurité et non pas l'aventure, eh ben on voit que ces gens ne sont pas toujours heureux parce que la sécurité, les tranquillisants sont nécessaires. Et probablement que les entrepreneurs, à force de prendre des risques, oublient aussi qu'il faut de temps en temps se fabriquer un petit tranquillisant naturel, c'est-à-dire un petit décrochage, c'est-à-dire un peu de sport, c'est-à-dire un peu d'art, un moment pour souffler. Et beaucoup d'entrepreneurs ne font que travailler 18 heures par jour. Donc ça veut dire qu'ils prennent un risque excessif. Et là, ils prennent le risque de se casser la figure parce que l'excès de stimulation peut provoquer des dépressions d'épuisement, comme on en voit de plus en plus dans notre culture. Mais le manque de stimulation risque de provoquer aussi un engourdissement psychique et qu'on voit que beaucoup de gens qui ne prennent jamais de risques sont engourdis et que ça les rend très malheureux. Et que quand on est engourdi, la vie n'a pas de sens. Alors que pour un preneur de risque, un aventurier, un entrepreneur, là le sens il est quotidien. C'est-à-dire qu'il faut résoudre combien de problèmes par jour? 50, 100, à chaque coup de téléphone, à chaque mail, je pense que vous avez un problème à résoudre. Donc ça veut dire que c'est un choix d'existence qui est dû à votre tempérament. Et ce tempérament, probablement, vous l'avez acquis très tôt dans votre enfance, c'est-à-dire qu'on voit que des petits-enfants, avant la parole, 70% de tous nos enfants, quelle que soit la culture, 70% de tous nos enfants ont envie, ont du plaisir de découvrir. Et ils jouent, ils innovent, et c'est des petits entrepreneurs. Mais il y en a 30% qui démarrent avec la peur de la vie. Et ceux-là, ils se recroquevillent, ils évitent, ils s'isolent, et le pire des traumatismes, c'est l'isolement. C'est pour ça que quand un entrepreneur se casse la figure, ce qui est inévitable, enfin je ne connais pas, mais ce doit être très fréquent. Donc, mais dans la vie aussi c'est fréquent. Mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie sans épreuve, et il n'y a pas beaucoup de vie sans trauma.
Mais quand on se casse la figure, si on reste seul, on n'a aucune chance de déclencher un processus de résilience. C'est-à-dire la définition de la résilience, elle est extrêmement bébête, elle est même tellement elle est évidente. C'est comment reprendre un nouveau développement après un traumatisme. On ne peut pas reprendre le développement qu'on a eu avant, puisque le fracas, le trauma, on sait maintenant avec la neuroimagerie que la blessure est inscrite dans le cerveau. On le voit, on le photographie. La pire des blessures, c'est l'isolement affectif. Rester seul, c'est provoquer une dysfonction cérébrale. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque maintenant, la neuroimagerie montre très clairement qu'un bébé seul, un enfant, un adolescent seul, et l'adolescence, c'est l'âge où il faut prendre des risques. C'est-à-dire, c'est l'âge, le désir sexuel apparaît, il faut partir. Le désir, la fierté de devenir indépendant, il faut partir. On quitte la sécurité de maman, papa pour tenter l'aventure sociale. Et on voit qu'aujourd'hui, dans notre culture, beaucoup d'adolescents sont effrayés par l'aventure sociale et qu'ils ne tentent plus les métiers d'aventure. En médecine, on a de gros problèmes parce que les jeunes sont intelligents comme jamais on l'a été dans l'espèce humaine. Ils ne veulent plus faire les spécialités de risque. Ils veulent faire des spécialités pépères. Alors on dit spécialité pépère, mais on ne peut pas dire spécialité mémère, ça serait vexant. Parce qu'ils ne veulent plus prendre de risques. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un métier hyper sécurisant, hyper tranquillisant, jusqu'à l'engourdissement, le non-sens. Et ils sont déprimés. Et on voit qu'il y a, c'est triste à dire, mais on voit que surtout après le Covid, où là c'est pas leur faute, hein. D'ailleurs c'est jamais leur faute, c'est la structure de la société qui veut ça, mais après le Covid, où les adolescents ont été contraints à rester seuls, c'était la loi, ils devaient rester seuls pour ne pas transporter le virus, eh bien les adolescents ont payé très cher. On a évalué qu'après à la sortie du virus, 39% des adolescents souffraient de dépression anxieuse. Et ce qui avait provoqué ce malheur, cette souffrance, c'était l'immobilité physique et psychique et relationnelle. Donc on se retrouve là dans une situation qui est celle de la vie, ou bien on prend des risques, on a le plaisir de la rencontre, on a l'érotisme du risque. C'est bien ce que je veux dire. L'érotisme du risque. Si vous ne me croyez pas, regardez les jeux des adolescents. Les filles qui vont dans les manèges des fêtes foraines, qu'est-ce qu'elles font? Elles crient. Et pourquoi elles crient? Parce qu'elles ont peur. Et pourquoi elles retournent? Parce qu'elles aiment ça. Et pourquoi les garçons prennent des risques? Alors des fois c'est des risques d'aventure. Beaucoup de jeunes sont généreux, ils partent dans des ONG. Et maintenant, quand j'étais gamin, l'ONG nous payait le voyage. Quand j'étais avec Médecins du Monde, ils nous payaient le voyage. Maintenant, c'est les jeunes qui se payent le voyage pour être généreux, pour travailler gratuitement 16 heures par jour dans des tentes pour des jeunes médecins, pour opérer, des techniciens de l'eau, pour créer des puits. Donc ces jeunes sont courageux, mais la culture, notre culture, leur propose un choix difficile, c'est ou bien vous tentez une aventure, et si vous vous cassez la figure, vous serez tout seul, tant pis pour vous, ou bien vous choisissez un métier engourdissant, parce que choisir un métier trop engourdissant, c'est la non-vie avant la mort. Et on se demande pourquoi ils sont malheureux, parce que leur vie n'a pas de sens. Donc c'est un choix difficile. Alors pourquoi certains... Alors même si on m'a expliqué que dans le métier entrepreneurial, l'aventure était excitante, la réussite était fréquente, je ne connais pas les chiffres, mais le cassage de la figure n'est pas rare. Donc ça veut dire que, ou bien on reste couché, comme l'a dit cette ministre très très compétente et qui avait un très bon jugement, donc comme cette ministre, ou bien on reste couché, ce qui arrive, c'est la définition du syndrome psychotraumatique.
je suis prisonnier du passé, je ne pense qu'à mon échec, je rumine tout le temps, tout ce que je vois dans la journée me rappelle mon malheur, je ne m'en sors pas. C'est les gens emploient ces mots, je ne m'en sors pas. Et si on reste seul, on ne s'en sort pas. Et on rumine, et on se met sur le tapis roulant de la dépression. Si on est soutenu, et si, les deux mots-clés que je reprendrai tout à l'heure, si on est soutenu, on a une relation affective, ça peut être bébête, c'est pas la peine que ce soit merveilleux, une tasse de café, une présence, un conseil, une adresse, et hop, ça redémarre. C'est pas réglé, mais ça redémarre. Et puis ensuite, il faudra travailler. Et le sens, c'était très important. Réfléchir, pourquoi est-ce que je me suis cassé la figure dans cette direction, et comment je vais faire pour redémarrer, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont addicts. C'est-à-dire que dès l'instant où ils ont monté une entreprise, ils ont envie de monter une autre entreprise. Alors j'ai un ami avec qui j'étais au lycée, qui a fait médecine comme moi, et il monte une clinique privée, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup d'érotisme. Il travaille, c'est 15 ou 16 heures par jour, et il réussit. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il pourrait partir en vacances, il pourrait partir à Copacabana. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il monte une deuxième clinique qui réussit très bien. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il monte une troisième clinique. Il continue à travailler 16 heures par jour. Donc mais ça, c'est un addict très agréable. Mais pourquoi ? Dans un fracas accidentel, certains redémarrent et d'autres ne redémarrent pas. Alors là, il y a une injustice affective, c'est que on a fait notre rapport à la commission des 1000 premiers jours, qui a un peu de réforme sociale, mais qui a un grand succès culturel sur la planète entière, parce qu'on en est maintenant à la 16e traduction, et même les Japonais sont en train de le traduire pour changer la culture précoce, la culture des petites années, avant la parole. Parce que là, on a découvert biologiquement un phénomène curieux, c'est qu'à 10 mois, 70% des bébés ont déjà acquis une petite confiance en eux qui leur permet d'explorer, qui leur permet de quitter maman, de revenir vite se blottir contre elle, parce qu'à 10 mois, c'est bien, on est fier de la quitter, mais on a vite peur. Alors ils reviennent vite se blottir contre maman, et puis ils repartent à l'exploration. Alors que 30% des bébés ont déjà acquis une sorte de craintivité. Ils restent collés à maman, ils n'entreprennent rien, ils n'apprennent rien. Et ils ont un retard de langage et ils ont un gros retard de socialisation. Or, ça veut dire qu'il y a déjà là une grande injustice sociale qui se prépare chez nos bébés avant la parole. C'est-à-dire que les bébés qui ont acquis le milieu, parce que la mère pour être sécurisante, il faut qu'une mère soit sécurisée. Si elle n'est pas sécurisée, elle n'est pas sécurisante pour son enfant. Et qu'est-ce qui peut sécuriser une mère ? C'est son conjoint. De mon temps, on disait son mari, mais c'est un mot désuet, je suis désolé, je ne sais plus comment il faut dire maintenant. Alors, mais de mon temps, il y a 2 générations, on appelait ça un mari. Et ça peut être la grand-mère, ça peut être la famille, ça peut être les copains, ça peut être la petite bande où on est ensemble pour travailler, se donner des conseils et de temps en temps faire le pitre, parce que le vrai traitement tranquillisant, c'est de faire le pitre. Alors ça, il n'y a pas de problème, c'est facile à prescrire. Mais c'est fondamental, parce que si on ne peut pas faire que travailler, si on ne fait que travailler, ça donne le burn-out. Beaucoup de jeunes femmes actuellement, il y a un nombre de burn-out anormalement élevé aujourd'hui chez les jeunes femmes, en France, en Occident, alors que les femmes n'ont jamais eu de conditions d'épanouissement aussi grand qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale et jamais autant de burn-out. Donc il y a sûrement quelque chose à corriger des 2 mots que je propose et que je reprendrai. Soutien, elles sont seules, elles sprintent et elles sont seules. Et sens, il faut qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé et en cas de cassage, en cas d'accident, comment redémarrer. Donc c'est la définition logique et bébête de la résilience. Alors, avant la parole, certains dans cette salle, je pense que beaucoup de gens, ont acquis
des facteurs de protection, comme ces bébés, ils ont confiance en eux. Parfois trop, parce que s'ils n'avaient pas confiance en eux, ils chercheraient un travail de salarié. Et que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de salariés dans la salle, mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir des kilos. Mais donc ça veut dire qu'il y a, ou bien très tôt, on apprend à découvrir le langage, la société, le plaisir de la prise de risque, à condition de calculer la prise de risque. Mais la pire agression, c'est la solitude. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est la solitude. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque maintenant, avec la neuroimagerie, on photographie, on mesure, on dose qu'un cerveau sain, seul, s'atrophie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une altérité, on a besoin d'une rencontre pour être stimulé. Et ça, c'est pas de la philosophie, on le mesure en neuroimagerie, on voit l'atrophie, l'ordinateur calcule l'épaisseur de l'atrophie, et en cas de soutien et de sens, si quelqu'un entoure le blessé, on voit la résilience neuronale se remettre en place chez les bébés, chez les enfants, extrêmement vite, parce que le bouillonnement des neurones est tellement intense que dans les petites années, un enfant est facile à blesser, mais si on l'entoure, il est facile à réparer. La résilience neuronale chez les bébés, c'est dès que la mère est sécurisée, une nuit ou deux après, le bébé recommence la reconstruction de son cerveau. Donc la plasticité cérébrale, la plasticité neuronale est stupéfiante chez les bébés. Avec l'âge, il faut reconnaître que ça bouillonne un peu moins, mais on peut trouver d'autres moyens de se faire soutenir et de donner sens à sa vie. Avant, pendant, après. Pendant, il y a des traumas aigus. Le trauma aigu, c'est fait avant, après. La guerre, il y a avant, après. Un accident, avant, un tremblement de terre, avant, après. Mais on ne se méfie pas des traumas chroniques. Et là, je vais vous décevoir et vous inquiéter, j'espère, c'est que les écrans réalisent des traumatismes chroniques. Et je sais que pratiquement tout le monde dans cette salle passe 8, 10 heures, 12 heures par jour devant un écran. Or, au-dessus de 3-4 heures par jour, on multiplie le risque de dépression par 3. Parce qu'un écran qui permet de faire une performance intellectuelle stupéfiante, informationnelle stupéfiante, pour un entrepreneur c'est vital, ça n'est pas une relation. C'est-à-dire que c'est une performance technique stupéfiante, magique, même stupéfiante. Avec un ordinateur, on peut faire des choses, jamais j'aurais cru ça quand j'étais gamin. C'est pas une relation. Et dans une relation, on a besoin d'avoir des émotions. Se fâcher, rigoler, être sécurisé, se raconter des histoires bébêtes. On a besoin de relations parce que ça donne des émotions. Et que devant un écran, on a de moins en moins d'émotions. On s'engourdit. Et on sait que pendant 14 ans, j'ai été enseignant à l'École nationale de magistrature à Bordeaux. Et les femmes sont folles de droit, et parmi les folles amoureuses de droit, et parmi les magistrates, il y a des années où il y avait 83% de reçus qui étaient des femmes. Donc la plupart des femmes sont des magistrates. Elles volent rien, elles aiment ce milieu, elles font des performances, et elles voient des choses les plus difficiles de la condition humaine, les choses les plus terrifiantes de la condition humaine, elles les reçoivent en pleine tête. Et donc, il y a beaucoup de burn-out, elles ne supportent pas. Et ces femmes-là, un jour, pour les aider, j'ai dit, on va faire des cours par écran, des MOOC, par Zoom. À l'examen, catastrophe. Elles n'avaient presque rien retenu. Et une d'elles m'a dit, oui, j'apprends presque rien devant un écran, parce que avant de me mettre devant un écran, je me mets en pyjama. Et elle se mettait sûrement aussi en pyjama mental. Ce qu'on ne fait pas quand on rencontre quelqu'un. Il faut trouver des mots, des arguments, le convaincre, rigoler, se fâcher. Ça fait partie des relations humaines. Mais là, on a une émotion. Et quand on a une émotion, la mémoire est avivée. Si on n'a pas d'émotion, la mémoire est engourdie.
et on diminue ses performances intellectuelles lorsqu'on ne fait que des écrans. Et quand le trauma est chronique, on a une sorte d'usure de l'âme. Et cette usure de l'âme, ces femmes me disaient, je ne sais pas pourquoi, je suis plus motivé. Ben oui, je suis engourdi, je suis plus motivé. Elles ont un métier très difficile, parce que nous, en médecine, en psychiatrie, on voyait aussi des choses difficiles, mais on prenait le parti des patients, ou on prenait le parti des familles, donc ça nous stimulait. Alors que là, c'est elles qui jugent, c'est elles qui décident, et parfois elles ont des décisions à prendre que je trouve terrifiantes. Alors avant, pendant, après. Après, eh bien, je reprends les deux mots que j'ai proposés. Après, les deux mots, après un trauma, après qu'une entreprise se soit cassée la figure, ou après que dans notre vie, on ait connu une situation forcément difficile, dans notre famille, avec nos enfants, ou dans la vie, un accident, ou une maladie. Quand on a connu les deux mots-clés, je le ressouligne, c'est soutien et sens. Soutien, votre association a été faite pour ça. Et sens, comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui vaut pour moi et pas pour un autre, de façon à ce que je puisse comprendre comment je vais reprendre ma future entreprise. Donc c'est les deux mots-clés. Et c'est tout à fait important parce que on voit que maintenant, notre culture est en train de changer fortement. Et on disait tout à l'heure, avec Monsieur le Président, que notre culture, après les années qui viennent de se passer, notre culture est en grande difficulté. On n'est pas les seuls. Hein. Actuellement, il y a plein de cultures en immense difficulté. Mais notre culture est en grande difficulté. On a connu des guerres, on a connu des manifestations stupéfiantes de violence, et vous remarquerez que l'objet de la violence révèle le problème, la faille de ceux qui sont violents. C'est-à-dire que les Gilets jaunes terminent leur mois le 15, le 20, le 25 de chaque mois, c'est difficile, et surtout les Gilets jaunes sont seuls tout le temps face à un écran en train d'essayer de survivre avec un petit salaire instable, des nombreuses ruptures affectives. Ils ont du mal à donner sens à leur métier, ils s'engourdissent pour moins souffrir, ils s'engourdissent devant des écrans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la fête au milieu des ronds-points, et qu'est-ce qu'ils ont attaqué? Les Champs-Élysées, les vitrines de magasins de luxe, les symboles de la fierté d'être français, l'Arc de Triomphe. Ce qu'ils ont cassé révèle leur propre faille. Et quand ces gamins ont brûlé leur école, qu'est-ce qu'ils ont révélé? L'objet qu'ils cassaient était le lieu de leur humiliation. Garçons, 96% de garçons, mais d'ailleurs, d'une manière générale, dans la violence, il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Beaucoup moins de filles. Violence physique, violence sexuelle, violence routière, très peu de filles. Si vous voulez, on pourra se disputer là-dessus après, quand on parlera. On essaiera de ne pas être d'accord. Mais c'est une question, c'est un problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, ce qui se passe, c'est que ces gamins, ces garçons, 12 ans, 13 ans, ces grands petits garçons, 13 ans, c'est des garçons, c'est pas qui commencent à peine leur puberté, c'est le moment du pic d'agressivité. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué l'école? Parce que l'école est pour eux le lieu de leur humiliation. Parce que quand ils sont rentrés en maternelle, ils avaient déjà été développés dans un milieu appauvri, où ils avaient acquis des facteurs de vulnérabilité. Ils sont rentrés en maternelle avec très peu de mots, 200-300, alors que les gosses qui vivaient dans des milieux stimulants, riches parfois en argent, mais riches en relations et en affection, riches en affection. Ces gosses-là rentrent en maternelle au même âge avec un stock de 1000 à 1200 mots. Devinez lesquels vont devenir bons élèves. Les gosses qui rentrent en maternelle avec un stock de 200-300 mots, ils ne comprennent, quoique 200-300 mots, c'est pas mal, hein. On peut faire une carrière politique avec 300 mots. Hein. C'est-à-dire, mais
On peut faire une carrière politique, mais pour la maternelle, c'est pas assez. Parce qu'ils comprennent pas les consignes. Et ils voient que leurs camarades de classe jouent à faire l'effort d'apprendre. J'ai souligné. C'est un effort, c'est un jeu, c'est un plaisir, c'est un effort. Et dans votre milieu, je pense que quand on démarre une entreprise, c'est un effort. Et c'est un plaisir, je reprends ce que je proposais tout à l'heure, ça peut même être une forme d'érotisme et devenir addict. C'est un effort d'apprendre de nouvelles solutions, de nouveaux problèmes à résoudre. Alors, vous me menacez quand j'écoute. Vous me menacez quand... Absolument, je vous menace quand il est l'heure d'arrêter, mais vous avez encore un peu de temps. Bon, alors, c'est un code. Je vais risquer ma vie avec 5 minutes, 10 minutes. Non. On va dire encore une petite dizaine de minutes, oui. Combien vous Encore dites? une petite dizaine de minutes. Ah bon, je peux négocier? Absolument, on peut tout faire. Donc, quand on s'est cassé la figure, on a souffert, on a été blessé, on n'a pas dormi parce qu'on était malheureux, et puis on se dit, ben non, le sens de ma vie, c'est de redémarrer. Donc il faut que je cherche à redémarrer. Mais si au moment du premier trauma, du premier effondrement, on a été soutenu, et si on a parlé avec des gens qui nous ont aidés à comprendre pourquoi on a échoué, il n'y a pas de vie sans échec, hein. Même les grands esprits échouent. Un jour, j'étais à Santiago du Chili, et une psychologue avait pris les grands noms de France, parce qu'ils aiment, en Amérique du Sud, ils aiment beaucoup la France, et ils avaient pris les grands noms des Français qui marquent la culture sud-américaine, et ils avaient fait une enquête sur l'école. Et personnellement, ils avaient trouvé que la plupart de ces grands noms avaient souvent été de mauvais élèves. Parce que pour réussir à l'école, ce n'est pas les qualités nécessaires pour réussir dans la vie, ce n'est pas les mêmes. Et j'ai été au lycée Jacques Decour, qui est un lycée de prolo, très bien placé entre Pigalle et Barbès. Alors sur le plan éducation sexuelle, là c'était magnifique, mais sur le plan intellectuel, c'était discutable. Or, j'étais dans le même lycée qu'Edgar Morin, qui était plus âgé que moi. Aujourd'hui, il n'a que 102 ans. Mais il était donc... quand je vais dans ce lycée, on me montre mon carnet scolaire, qui était parfois bon. Ça reste entre nous, ça. Hein. Et ensuite, il me montre... Vous voulez voir le carnet scolaire d'Edgar Morin? Oui, je veux bien, oui. Il me montre le carnet scolaire. Ma conclusion est claire. Si Edgar Morin a eu son bac, c'est la preuve de l'existence de Dieu. C'est pas possible qu'il ait eu son bac. Il l'a eu, et ensuite, il a changé de milieu, et il a rencontré la bande à Marguerite Duras, avec Robert Antelme, avec Doucet, avec des gens, des hommes et des femmes remarquables. L'activité intellectuelle a pris sens pour lui. Il s'est inscrit, il a fait des études de philosophie et de sociologie, et c'est devenu un des auteurs les plus cités actuellement. Parce qu'il avait changé de milieu, et parce qu'il avait donné sens à son... Il m'a dit, je lui ai dit, j'ai vu votre carnet de notes. Hein, alors il me dit, mais mon père était obligé de m'emmener de force et dans le lycée, parce que je ne voulais pas y aller, tellement je m'ennuyais. Et ensuite, quand il a réussi, grâce à Dieu, à avoir son bac, il passait son temps à courir le monde, à lire, à rencontrer, à travailler. Il avait donc découvert le plaisir d'explorer. Alors on voit maintenant, avec l'effondrement de beaucoup de nos institutions d'État, l'école, en grande difficulté, ces gosses qui sont souvent de familles monoparentales, des garçons, 96%, enfants, 12-13 ans, famille monoparentale, mère en burn-out, seule, épuisée, passant son temps à courir le transport, la maison, pour un salaire souvent instable, pour un métier sans considération, seule, je souligne, seule. Pas de cadre autour de ces garçons,
96% d'entre eux sont mauvais à l'école, ils n'ont pas appris les relations, ils foutent le feu au lieu de leur humiliation. Et ils attaquent, ils mettent le feu à l'école. Et aux États-Unis, c'est pire encore, parce qu'aux États-Unis, il y a des armes partout, et ils prennent des mitraillettes et ils rentrent dans le collège où ils sont humiliés. Et ils tuent les gens de leur classe et les profs. On sait ce qu'il faut faire, on ne le fait pas. On sait ce qu'il faut faire. Au lieu de punir ces garçons, il faut les sécuriser, il faut les entourer et leur proposer une structure, un cadre éducatif. On ne le fait pas. On les laisse dans la rue, errer dans la rue, et bien sûr, quand on erre dans la rue, on est une proie pour un gourou, on rencontre une bande où on apprend la délinquance. On sait ce qu'il faut faire. Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être il faut envoyer des lettres anonymes aux politiciens. Je ne sais pas. On va voir. Alors, dans l'école s'effondre, l'université s'effondre, et ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'enseignement universitaire ne permet plus l'entrée. Il y a beaucoup d'universitaires que j'admire, hein, mais ça ne donne plus l'entrée dans une profession, dans une exploration. Et beaucoup d'universitaires restent entre eux parce qu'il y a une petite routine jusqu'à la retraite. Or, ce qu'on voit apparaître maintenant, c'est que de plus en plus d'entreprises, même des petites entreprises, donnent une formation professionnelle sur le tas. C'est-à-dire que là, on voit apparaître des écoles privées. Certaines écoles privées sont remarquables, d'autres sont... Il y a des écoles privées qui sont des escroqueries, mais il y a des écoles privées qui permettent d'apprendre vraiment son métier associé avec l'université. Alors, quand on a été bien développé et quand on a eu un pépin, et quand on a été soutenu et quand on nous a aidé à donner sens, on monte une deuxième entreprise. Et s'il y a un deuxième échec, ce qui arrive, on garde en mémoire qu'au moment de mon premier échec, j'ai été secouru, on m'a aidé, on m'a donné des conseils, je souffre, mais je garde espoir. Alors que si j'ai été abandonné après mon premier échec, je souffre encore plus et je suis désespéré. Je suis toujours seul. Personne ne m'aide. Pourquoi est-ce que je suis toujours seul? Alors on entend des phrases tragiques, ça vaut plus la peine d'insister. Et là, on assiste à des décompensations très graves. Quand on entoure les blessés, je pense au travail de Thierry Bobet. Après le Bataclan. Il y a un autre hyper tragique Bataclan qui vient de se faire en Israël. Et Thierry Bobet, avec le premier Bataclan qui était déjà tragique, les Parisiens ont très bien réagi. Ils ont entouré les blessés. Les voisins, les familles, les psychologues, tout le monde a entouré les blessés. Et alors certains n'ont pas eu besoin de psychologues puisqu'ils étaient entourés par leurs copains, par leur famille. Certains ont demandé à voir un psychologue, bon c'est leur choix, et 1 an après cette grave blessure, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. À Nice, il y a eu une tragédie effrayante aussi, et là il y a eu des conflits entre les personnes politiques, et beaucoup de blessés ont été laissés seuls. Et là, on est loin des 90%. Là, on a encore aujourd'hui les syndromes psychotraumatiques, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne pensent qu'à ça et qui disent « je ne m'en sors pas ». Alors, ça veut dire que c'est un problème qui est très culturel. J'ai eu la chance de travailler au Qatar. Et au Qatar, j'ai été frappé, d'une part, par l'incroyable richesse de ce petit pays. Alors là, je ne pouvais pas... Il y a sûrement des gens qui ont travaillé avec le Qatar, mais je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait devenir aussi riche. Ça devient même stupide de devenir riche à ce point. Ils changent de Mercedes tous les 6 mois. Ils ont des Mercedes. Ils gardent le plastique sur la Mercedes pour montrer qu'elle est neuve. Et puis 6 mois après, ils achètent le plastique pour montrer. Enfin, c'est stupéfiant.
les femmes, les mères gardent une relation affective, les enfants les respectent plutôt, les pères sont complètement disqualifiés. C'est l'État qui fait tout. L'État qui donne l'argent, c'est l'État qui donne les bourses, c'est l'État qui donne beaucoup d'argent aux familles. Les pères n'ont plus aucune fonction. Alors qu'est-ce qu'ils font les pères? Eh bien, ils ne font que les choses importantes, le football et la drague. Et les femmes font tout le reste. Et l'État est un super père. Seulement, il n'y a pas une relation affective. Et un jour, il y a un lycée français très beau, parce que l'architecture arabe est très belle depuis des siècles et des siècles. Et regardez l'Alhambra, regardez l'Espagne, regardez beaucoup de pays maghrébins, ou même vraiment, c'est un talent de leur culture. Et c'est une très belle architecture. Et je vais voir ce lycée, et la personne avec qui j'étais me dit « Regardez bien ». Et je vois des enfants, 12-13 ans, garçons, filles, mignons comme tout, bien élevés, qui sortent du lycée, et je vois partir en même temps une volée de sacs de classe. Et derrière, je vois des nounous philippines qui ramassent les sacs parce que les enfants les appellent slaves, esclaves. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de structure familiale, les mères gardent un privilège affectif, les pères sont disqualifiés, quand les enfants se font servir, ils sont esclaves. Donc voilà, je vais terminer maintenant en disant que finalement, s'il y a trop d'États, comme on l'a vu, j'ai travaillé en Roumanie, tout était réglé, tout. Aucune liberté individuelle, tout était codé par l'État. S'il y a trop d'États, c'est l'engourdissement. Je me rappelle un jour, on passe devant il y avait des femmes. Alors le bleu de travail en Roumanie, il est marron, je ne sais pas pourquoi. Elles étaient en bleu de travail, c'est-à-dire marron, couchées dans l'herbe, avec des pelles, des pioches à côté, parce que les femmes faisaient les travaux de force. Et puis je leur dis, en les taquinant, je leur dis, ça va, c'est pas trop dur votre travail? Et alors elles éclatent de rire, et elles répondent, l'État fait semblant de nous payer, donc nous on fait semblant de travailler. Donc, s'il y a trop d'États, ça donne ça. Et s'il n'y a pas d'État, comme on le voit beaucoup au Proche-Orient, en Amérique du Sud aussi, on voit réapparaître les clans, et dès qu'apparaissent les clans religieux, ou laïques, ou profanes, ou philosophiques, dès qu'on voit réapparaître les clans, on voit réapparaître la haine, comme ce qui est en train de se passer en Israël aujourd'hui. Mais il y a d'autres pays. Les Libanais savent de quoi je parle, et beaucoup de pays savent de quoi je parle. Voilà, je pense qu'avant mon exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles sont confuses. Merci d'avoir écouté.